OK. Vous travaillez aussi sur les discours scientifiques, surtout sur l'argumentation dans les débats. Comment se déroule votre étude à propos de ce sujet? Donc moi, j'ai finalement choisi de travailler plus ou moins qu'avec les cafés scolaires. Donc on travaille avec des cafés scientifiques qui sont mis en œuvre dans des classes de collège et de lycée, donc avec les adolescentes. Et ce qui m'intéresse moi, c'est qu'est-ce que l'élève il amène à table quand il est appelé à discuter un sujet socio-scientifique. Si on va lui faire parler des choix énergétiques, quel type d'énergie on devrait générer, comment est-ce qu'on devrait les utiliser, quel type de savoir il va ramener. Est-ce qu'il va parler plutôt de ce qu'il a appris en classe, qu'est-ce qu'il va parler de ce que sa grand-mère elle pense du sujet, est-ce qu'il va parler de son propre expérience, est-ce que les choses que ses pairs vont trouver intéressantes, convaincantes dans ses arguments, est-ce que ces choses-là sont plutôt de nature factuelle, est-ce que c'est plutôt de nature émotionnelle, est-ce que c'est plutôt de nature économique? Est-ce que c'est l'argent qui va les motiver? C'est ces sujets-là que j'essaie d'observer, de décrire ensemble avec mes collaborateurs, parce que je rappelle encore une fois, j'étais chimiste de formation, donc j'ai un doctorat en chimie inorganique. Je suis mal équipé pour mener à fond ces études-là. Et donc, heureusement, au sein du laboratoire, je suis en interaction avec des collègues qui sont bien plus qualifiés que moi pour analyser ces discours, pour comprendre ces différents aspects. Et puis, j'ai d'excellents étudiants aussi qui travaillent sur ce sujet. Oui, comment ça se passe, ces cafés avec des étudiants du lycée, du collège? Vous avez un accord avec des écoles, fait partie de la programmation aussi de la formation de ces étudiants? Actuellement, c'est petite notre activité d'organisation de café parce qu'on ne fait que pour la recherche. Mais on est en train de transmettre le cadre à une association d'éducation populaire qui va le prendre, qui va l'exploiter, qui va en faire plus. Donc, les cadres dans lesquels j'enregistre, c'est les événements un petit peu hors cadre. Ils sont à part, ils sont gratuits pour l'école, ils sont organisés. C'est pas très naturel comme chose. L'habitude, le lien entre le café et l'enseignement normal du professeur qui nous invite, ce lien-là, il est pas super bien établi. Il va le faire parce qu'il trouve ça intéressant, parce que le sujet est lié à ce qu'il est en train d'enseigner. Mais en général, le professeur, et c'est le cas dans beaucoup de vulgarisation scientifique en milieu scolaire, le professeur n'a pas une idée préconçue de pourquoi je fais ça, de quelle façon je vais réutiliser ça. Souvent, ils ont des idées assez vagues de quel lien. C'est quand on amène une classe dans un musée, par exemple, je trouve que souvent, le professeur, il le fait parce que c'est intéressant, ça va stimuler les élèves, ça va leur changer un petit peu le regard sur le sujet. Et il compte rappeler un petit peu l'expérience muséale plus tard quand il fait son enseignement. Mais il n'a pas une visée pédagogique particulière par rapport à cette allée au musée dans beaucoup de cas. Là, je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est pareil avec le café scientifique. Ils ne sont pas très certains de ce que ça va donner dans leur enseignement normal, mais ils sont certains de l'intérêt que ça peut avoir pour leurs élèves. Ils trouvent que ça va les stimuler, ça va les permettre de parler, des choses comme ça. C'est vrai que le café scientifique, c'est une des seuls cadres où on demande aux élèves leur opinion. Qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Et on se met en retrait en tant que professeur, en tant que scientifique. Par rapport à ça, on va dire ce qui nous intéresse, c'est ce que toi tu penses de pourquoi les gens ils boivent de l'eau Evian et pas de l'eau de robinet. Donc ça, les élèves, l'habitude, ils sont à l'école pour apprendre. Ils vont écouter ce que le prof dit, ils vont l'écrire, ils vont le mémoriser, ils vont le reproduire. Dans le café scientifique, c'est
le prof, enfin la classe qui s'intéresse à ce que je pense moi. Je pense que les gens, ils boivent l'eau d'Evian parce que la pub, ça les attire, ou parce que ça a un meilleur goût, ou parce que je n'en sais rien. On est là pour que l'élève peut mettre sur la table ce qu'il pense sur le sujet, qu'éventuellement, il soit confronté par des faits, par les faits scientifiques, et qu'on essaie de négocier un petit peu les relations entre mon opinion, entre ce qu'on sait sur le sujet et ce qu'on va faire à l'avenir. Mais vous avez déjà une évaluation par rapport aux impacts de cette proposition du café scientifique, par exemple, dans les regards des élèves, dans la formation? Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que je ne suis pas dans une démarche d'évaluation déjà. Je suis dans une démarche de description, d'observation de comment les élèves ils abordent les questions. Et la question de quel effet ça a sur leur apprentissage ou sur leur représentation même, c'est une question pour laquelle moi-même, je n'ai pas les moyens à évaluer. Ça demanderait une beaucoup plus vaste étude et puis des gens qui ont d'autres compétences que moi j'ai en tant que chercheur. Et c'est un événement quand même, un café scientifique de 2 heures maximum, 1h30, 2 heures. Donc, mesurer le changement qui se passe en 1h30, 2 heures, c'est pour moi, c'est peut-être futile. Mais vous n'avez pas un projet dans une communauté pendant un temps? Non. On a prévu, donc, dans le cadre de ma collaboration avec mon collègue ici, d'essayer de faire des séries de cafés 1 et 2. Donc, on va faire un café scientifique avec les élèves qui est basé sur notre façon d'organiser les cafés à nous, et on va rebondir sur les cafés tels qu'ils sont faits ici, parce qu'on a trouvé des liens intéressants entre les deux et des façons de les faire cohabiter. Donc, ça serait la première effort qu'on fait pour prolonger un petit peu l'expérience café avec les élèves. Et ça aussi, c'est là où intervient l'association avec laquelle on travaille. Donc, eux, ils sont dans une démarche pédagogique plus longue. Ils sont dans une vraie démarche pédagogique. Nous sommes dans une démarche de recherche. Eux, ils sont dans une démarche pédagogique et eux, ils vont chercher les moyens à prolonger, à rendre plus pertinente l'expérience de café scientifique pour les élèves et les professeurs qui participent. Et donc là, je trouve que c'est un cadre, le café scientifique, qui a beaucoup de potentiel, qui reste très inexploité aujourd'hui, qui dort, enfin qui attend à ce qu'on développe, qu'on prolonge. Mais il faut dire aussi que le temps scolaire est très limité. Et donc le professeur qui est capable de nous mettre à disposition, déjà 2 heures, c'est beaucoup. Donc, qu'on lui demande d'intervenir 5 fois, ça, c'est pas possible. Et puis, du côté de l'association ou de ceux qui font le café, il y a aussi la question du coût. Comment est-ce qu'on va faire, enfin, pour une association, intervenir 5 demi-journées avec une classe, ça coûte très, très cher. Même si c'est des bénévoles qui font de l'animation, il y a aussi l'association qu'il faut faire marcher, et ça devient très cher très vite et on peut malheureusement pas tout faire, mais il ne faut peut-être pas essayer de tout faire. Il faut peut-être se contenter de faire l'intervention de 90 minutes en espérant que les petites semences qu'on a plantées, que ça va fleurir, quoi. Ouais. Une dernière question est qu'on travaille ici avec tous les scientifiques, c'est exactement savoir quelle est la conception de science qui organise votre pensée. Qu'est-ce que c'est pour vous la science? La science, pour moi, c'est une moyen privilégié à connaître le monde. Donc, une méthode privilégiée pour connaître le monde. C'est-à-dire que c'est une façon à savoir des choses qui est basée surtout sur l'observation. On essaie de se détacher sur la remise en question constante, qu'on ne croit jamais ce qu'on pense. Et ironiquement, cette façon de ne jamais croire ce qu'on pense, ça fait
on a des croyances ou des savoirs, ça dépend comment on va les dire, qui deviennent de plus en plus durables, qui deviennent de plus en plus certains, parce qu'on se base toujours sur l'observation, on se remet toujours en doute, on est toujours prêt à entendre pourquoi ce qu'on a dit sur un événement, sur une chose, était fausse. Il faut toujours être ouverte à le changement de représentation d'un événement, d'un phénomène, d'un objet. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel de la science, c'est que c'est l'observation qui est roi et la certitude est bannie, qu'on doit toujours être prêt à changer ce qu'on pense de quelque chose. Et ça fait de la science quelque chose qui est, pour moi, très, très apte à nous approcher à la vérité, plus que d'autres façons à penser des questions. Et qu'est-ce que la chimie, elle apporte dans votre nouveau champ de recherche en ce moment, qui est plus attaché à des humanités, aux sociaux? Comment vous organisez votre recherche du temps du doctorat et de votre travail dans ce nouveau domaine de travailler, par exemple, avec l'éducation populaire? Bon, déjà, la chimie par rapport à ce que je fais en médiation, le chimiste, il a une perspective qui est très intéressante, je trouve, parce que la chimie, à la fois, apporte beaucoup à notre société. Tous les objets qui nous entourent, ils sont tous issus de la chimie, les médicaments sont issus de la chimie. Enfin, en tant que professionnel en chimie, on a l'impression qu'on a beaucoup contribué à notre société. En même temps, les mots produits chimiques, c'est péjoratif, c'est quelque chose qui est néfaste, qui est toxique, qui est dangereux, qui est vraiment pas bien. Les gens, ils voient les sacs en plastique dans la rue et ils montrent au doigt le chimiste qui nous a permis à faire le sac plutôt que celui qui a jeté le sac dans la rue. Et donc, le chimiste, il est un petit peu blessé aussi parce que le public pense de la chimie en général, parce que pour eux, la chimie, c'est les usines avec la fumée qui monte, c'est la bouteille en plastique qui est jetée dans la rue et compagnie. Et donc, le chimiste, à la fois, il reconnaît la qualité, l'importance de ce qu'il fait. Peut-être il le surestime, je n'en sais rien. Et il est mis en cause constamment par les discours publics. Ça devrait lui pousser à rentrer en dialogue avec les citoyens pour déjà résoudre ça, de pouvoir communiquer sur ce que lui croit important dans la chimie, d'entendre ce que le public il aurait à dire sur les méfaits de la chimie. Il y a aussi des accidents industriels où la chimie est souvent montrée au doigt, la pollution. Et discuter de tout ça, parce que je crois que pour moi, les apports de la chimie sont globalement très positifs pour la société. Il y a des choses à améliorer, on doit travailler sur l'amélioration de ce qui est pas bien actuellement et l'avancement de ce qui est bien. Maintenant, donc là, pour la perspective de chimiste en médiation, je trouve que c'est riche comme sujet, je ne vais pas aller plus loin. Dans l'éducation populaire, je vais peut-être me lancer juste à parler un petit peu d'une association avec laquelle je travaille beaucoup, qui est les Petits Débrouillards. Les Petits Débrouillards, historiquement, c'est une association qui travaillait beaucoup sur la pédagogie active de la démarche scientifique pour les enfants. C'est-à-dire qu'on allait apprendre aux enfants qu'ils peuvent faire la science avec les objets du quotidien. Le visée de l'association qui est énoncé dans la charte, c'est parce qu'on croit que ça va faire des citoyens meilleurs, les citoyens qui sont capables d'aborder les questions modernes de comment on organise notre société, puis qui est beaucoup liée aux techniques. Ça, donc l'activité historique de l'association, c'était faire les petites les petites manipulations, les petites expériences avec les objets du quotidien, des pics-brochettes, des bouchons,
de la ficelle, de vinaigre et de bicarbonate. On faisait des petites expériences scientifiques avec toutes ces choses qu'ils pouvaient trouver dans la cuisine ou dans la maison. Et on les apprenait à observer, à créer des petits événements, observer ces petits événements. Donc, c'était le début de démarche scientifique. Et il y avait cette déconnexion entre ce qu'on faisait activement avec les enfants d'âge école primaire et ce qu'on attendait quand ils étaient adultes. Et depuis 10 ans, l'association, il essaie de connecter ces deux-là en disant que la démarche scientifique est en première phase qui est très important, qui est essentiel, ce qui est l'appel à l'observation, l'appel au monde, qu'on peut apprendre des choses en rentrant directement en contact avec le monde, leur apprendre que le monde, c'est quelque chose qu'ils peuvent toucher, ils peuvent tâter, ils peuvent rentrer il est concret, il ne va pas changer. L'eau, il va toujours fondre à une température autour de 0 degré. C'est des faits scientifiques. Et que, deuxième partie, c'est qu'on a 2 enfants qui ont vu le même événement, mais ils n'ont pas la même opinion sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est la partie de la démarche scientifique que je trouve souvent mal développée à l'école. C'est ce que les scientifiques professionnels ils font tous les jours. C'est le débat scientifique. Comment est-ce qu'on va parler de cet événement qu'on a regardé ensemble pour nous donner une représentation commune de ce qui s'est passé? Donc, tu vas présenter ce que tu as vu, je vais présenter ce que j'ai vu, je vais t'interroger, tu vas m'interroger. Ces interactions-là, ils ont des règles, ils ont des normes que l'observation est roi et compagnie. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les cafés scientifiques. On est là pour apprendre aux adolescentes qui ont façon à se parler. Il y a des règles de débat, il y a des règles d'évidence qui s'appliquent dans les sciences, pour qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Donc là, c'est le débat scientifique. L'association, il développe les moyens, entre autres les cafés scientifiques, mais il y en a d'autres, pour mettre en débat les questions socio-scientifiques. Et puis, il y a un troisième volet de notre programme scientifique qui correspond à l'âge jeune adulte et adulte. Et ça, c'est que, bon, d'accord, on a vu l'événement, on s'est mis d'accord sur ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour faire un monde meilleur? Et ça, c'est le volet engagement de l'association, où on va dire, maintenant, on va faire un projet. On va faire du compostage urbain. Donc, les gens, ils sont dans l'immeuble. Comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer leurs déchets végétaux, pour faire le compostage, pour que ça ne se retrouve pas à la déchetterie? Donc, ce projet-là, ça demande de la réflexion scientifique, ça demande l'organisation de l'action commune, ça demande la communication avec des publics qui ne sont pas concernés d'office. Et ça, c'est tout un autre volet pédagogique que l'association d'éducation populaire peut engager pour qu'on rende concrète dans la vie des gens ce qu'on a appris en faisant nos petites expériences quand on avait 8 ans. Voilà. Merci. Je vous en prie.